Mardi 4 mars 2025, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva. Bonsoir à toutes et à tous. Dans les actualités de ce jour, le président de la République, Andry Rajoelina, se tient aux côtés de tous les Malgaches sans distinction face aux ravages causés par le cyclone André dans la région Atsimo-Ndjefane. Il s'est rendu aujourd'hui à Ampani pour apporter des aides aux sinistrés et lors de son discours, il a annoncé que les hélicoptères de l'armée seront mobilisés pour transporter les aides vers les zones enclavées en raison des inondations. Rouzou Christelle Rakout-Malal sur les images de Antoura Zadjabi. La région d'Atsimo-Ndjefane fait partie des zones les plus affectées par le passage du cyclone André. Selon le rapport du BNGRC, 54 507 personnes, soit 11 861 ménages, y sont sinistrés. Le bilan fait également état de 62 blessés et de 3 décès à Ampani. Bien que des sites d'hébergement aient été mis en place, les habitants restent en détresse. Leurs biens, accumulés pendant des années, ont été détruits, leurs maisons sont inondées et les vivres se font rares. Sensible aux doléances des populations, Andry Rajoelina s'est rendu personnellement à Ampani-Ndjefane, au centre de redressement nutritionnel intensif et médical, où 143 familles sinistrées sont prises en charge. À cette occasion, il leur a distribué du riz, des légumineuses, de l'huile, du sucre, du sel et des pâtes. Ce geste témoigne de sa proximité avec la population et de son engagement pour aider les régions sinistrées. Les sinistrés dans ce centre sont suivis médicalement tous les jours. Pas plus tard que dans la nuit du dimanche, un petit garçon y était né. Il est en pleine forme. Certaines communes rurales du district d'Ampani-Ndjefane, notamment Itampulu et Ndjok, ont été particulièrement ravagées par le cyclone André. À Ndjok, des quartiers entiers sont submergés, rendant les habitations inhabitables. Grâce aux efforts des autorités, les habitants de cette zone sinistrée ont été secourus. Pour les routes coupées par les inondations, le président a décidé de déployer les hélicoptères de l'armée pour acheminer les aides d'urgence pour les populations isolées. Bien que sa visite à Itampulu et Ndjok n'ait pas été prévue à son agenda, il a insisté pour s'y rendre, partageant la détresse des habitants et leur remettant personnellement du riz. Chaque famille de ces localités se partagera 400 kilos de riz. Un soutien concret pour les sinistrés du Sud-Ouest, montrant une fois de plus l'engagement du chef de l'État envers les populations touchées par les catastrophes naturelles. Des échanges, unir la voix, mais aussi renforcer les relations entre Madagascar et le Congo. Tel est le but de la signature de mémorandum d'entente effectué aujourd'hui entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays à Nouss. Les relations entre Madagascar et le Congo datent des années 80 et il s'agit de mettre à jour les relations diplomatiques entre les deux pays pour les intérêts communs. Naté Rakoutmaouf et Nzaranji Ansou nous en disent plus. La dernière coopération diplomatique entre Madagascar et le Congo date de 1984. 41 ans plus tard, les deux pays veulent apporter un nouveau souffle, un nouvel élan à cette relation diplomatique entre les deux pays. Ainsi, aujourd'hui a été tenue la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux pays, Madagascar et le Congo, un accord de partenariat cadre entre les deux ministres des Affaires étrangères malagasy, Rassat Arafar Vavtavk et Jean-Claude Gakoso à Anoussi. Cette signature marque le début d'une nouvelle ère dans les relations malagasy-congolais, car elle permettra des échanges, d'unir la voix pour une Afrique meilleure, mais surtout de renforcer à nouveau les relations entre Madagascar et le Congo. Monsieur le ministre, nous sommes aussi ici parce que nous avons un agenda commun. Nous avons notre continent. Et hier, lors du reboisement à Nkazoubé, nous avons démontré notre volonté commune d'œuvrer pour protéger notre planète, pour protéger notre Afrique. Aujourd'hui, grâce à cet instant où nous décidons d'écrire une nouvelle page de notre histoire commune, nous allons poser des jalons, nous avons déjà commencé, mais nous allons surtout travailler pour que ces discussions ne restent pas au stade des discussions, pour que nous puissions réellement avancer main dans la main, que nous partagions ce que nous faisons de mieux dans nos pays respectifs, pour que nous puissions être à l'écoute des besoins des uns et des autres, et que nous puissions surtout faire face, ensemble,
aux défis du monde contemporain qui est en train de connaître les plus grands changements de l'histoire de l'humanité. Madagascar et le Congo ont décidé d'unir leur destinée, pas seulement au niveau du continent, mais aussi de voir ensemble et de réfléchir ensemble aux différentes questions qui peuvent nous rassembler, qui peuvent nous préoccuper sur la scène régionale et internationale. Donc avec Monsieur le Ministre, nous avons décidé que pour les prochaines étapes, nous allons réfléchir à différentes pistes de coopération, les volets qui nous intéressent, pour que vraiment cette coopération puisse se concrétiser et apporter des résultats concrets pour un avenir prospère pour nos peuples, nos populations respectives. Il est à rappeler que Madagascar favorise de plus en plus la relation entre les pays africains et prône la diplomatie ouverte à tous, comme le stipule la politique diplomatique de l'État. À cet effet, le renouvellement de cette coopération entre Madagascar et le Congo renforce cela et marque également l'ouverture vers d'autres secteurs de coopération entre les deux pays, que ce soit économique que social. S'agissant de la prochaine étape, nous allons convenir par voie diplomatique avec Madame la ministre, puisqu'il faut tenir compte des agendas. Nous venons de passer quelques jours à Addis Abeba à l'occasion du 38e sommet de l'Union africaine. Je sais que Madagascar va abriter une grande réunion des pays de l'océan Indien et de l'océan Indien. Je sais aussi que Madagascar va abriter cette année un sommet de la SADC. C'est dire que ma pauvre fille ne sera pas de tout repos. Hein. Oui. Nous allons trouver dans l'agenda de bonnes dates pour enclencher ce que nous sommes en train de préparer ici. La délégation congolaise menée par le ministre des Affaires étrangères est actuellement en visite à Madagascar, une mission dépêchée par le président congolais, Denis Sassou Nguesso, pour ce renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays, faisant également suite à la visite de la ministre des Affaires étrangères malagasy au Congo. Ensuite, l'antenne régionale de la Fondation de l'innovation pour la démocratie pour l'océan Indien a été implantée à Madagascar. Cette démocratie est une démocratie substantielle qui se base sur la participation de toute la population et des communautés de base dans la prise de décision pour le bien commun. Pour Madagascar, ce sera l'environnement et la recherche. Le colloque international a été tenu à l'Arbi hier et aujourd'hui sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l'environnement et du développement durable afin d'échanger sur les défis environnementaux et démocratiques propres aux États insulaires. Les détails toujours avec Natera Koutmaouf et Nzar Khandjiansou. La participation des communautés locales, surtout leur éducation pour la promotion de la démocratie, est la raison de ce colloque international tenu pendant 2 jours, hier et aujourd'hui, à l'Arbi. Madagascar a été choisi pour y implanter l'antenne régionale de la Fondation de l'innovation pour la démocratie au niveau de l'océan Indien. Il existe déjà 32 antennes sur le continent africain. Au cours de ce colloque, des chercheurs, des décideurs politiques et acteurs de la société civile se sont concertés pour mettre en valeur la démocratie dans l'objectif de développer le pays et pour promouvoir les intérêts communs, notamment dans le domaine de l'environnement et de la recherche. La Fondation est déjà présente dans plusieurs autres parties de l'Afrique. Je pense en particulier à l'Afrique de l'Ouest, aux pays méditerranéens, à l'Afrique centrale, celle des Grands Lacs, l'Afrique orientale, l'Afrique lusophone. Et donc il n'y a pas d'Afrique, comme vous le savez, sans cette composante océano-indienne, qui est absolument essentielle dans le développement futur, à la fois de notre continent, mais aussi du monde en général, puisque le monde est en train de se tourner, comme vous le savez, vers cette région du monde. Et donc nous sommes là pour cela. La Fondation est présente dans 32 pays. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, elle aura son empreinte dans les 54 pays du continent. Le domaine de la recherche a un rôle important dans cette démocratie
car les chercheurs possèdent des connaissances solides et ont des analyses rigoureuses pour mieux appréhender les réalités spécifiques de Madagascar et de la région. La démocratie substantive, on en parlera au cours des 2 jours qui viennent. C'est une forme de démocratie qui naît de nos cultures propres, qui naît de nos mémoires propres, nos héritages endogènes. C'est une démocratie qui ne se limite pas à l'élection des représentants. Évidemment, l'élection, c'est très important. La représentation, c'est important. C'est une démocratie qui prend en charge nos existences dans leur dimension très concrète, accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, aux moyens de transport, à la dignité aussi, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et surtout la protection de notre environnement. Ce colloque a été également l'occasion pour marquer le lancement officiel du laboratoire au niveau de l'océan Indien pour l'innovation de la démocratie, une initiative panafricaine dans le but de renforcer la coopération régionale. Ce colloque international co-organisé par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est clôturé aujourd'hui. Dans un tout autre sujet, dans le cadre de lancement de la célébration de la Journée de la femme et à l'occasion de son anniversaire, comme chaque année, le gouverneur de la région Analamang s'est rendu à la prison d'Intanmour pour offrir des produits de première nécessité aux femmes détenues aujourd'hui. Roudzo Christelle Rakoutumalel sur les images de Yves Janel. Une femme devrait être respectée, elle est l'avenir de la nation, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la région d'Analamang, Erasu Marmak. C'est dans cet esprit qu'il a choisi d'apporter son aide aux femmes détenues de la prison d'Intanmour. En tout, 55 lots constitués de divers produits ont été distribués, un nombre symbolique qui correspond à son âge. Parmi les dons figurent du riz, de l'huile, du sucre, des couvertures et des légumineux. En plus de ces dons, la région d'Analamang a également des projets pour améliorer les conditions carcérales à Analamang, étant donné la surpopulation actuelle dans les prisons. Actuellement, la prison d'Intanmour compte 786 femmes, des mères avec des jeunes enfants et des mineurs en détention. Après Intanmour, le gouverneur de la région d'Analamang a également fait un don à la faculté de théologie d'Ambatnakang avant de poursuivre son action sociale au centre charitable d'Amboibao. Et 532 habitants dans le Fukuntan Diavlu, commune d'Indouaran-Fout, ont bénéficié d'aide à travers le projet gouvernemental Vatitim. Aujourd'hui, le maire de cette municipalité a promis à la population que chaque Fukuntan bénéficiera des projets de développement du président de la République, comme ce Vatitim, un soutien financier aux ménages vulnérables. Reportage sur les images de Anzar Radzonarville. Au total, 532 personnes ont bénéficié des aides sociales à travers le projet Vatitimben dans le Fukuntan Diavlu, commune Indouaran-Fout aujourd'hui. Il s'agit d'un projet offrant à la population vulnérable une somme de 250 000 arrières par famille. Le ministère de la Population et le FID met en œuvre le projet et procède à la sélection des bénéficiaires. Pour les habitants, la promesse faite par le président à leur égard s'est réalisée et ils lui sont ainsi reconnaissants à cet effet. Le maire de la commune d'Indouaran-Fout, Rakutor Manana Entsu, dit Tot, a assisté à la distribution des sommes dans le cadre de ce projet Vatitimben aujourd'hui. Il a affirmé que le projet a été conçu pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables. Il a également affirmé que la coopération avec le gouvernement central, dirigé par le président Andji Radzoueln, a permis l'obtention de ces aides pour la population d'Indouaran-Fout et cette coopération se poursuivra toujours au profit des habitants.
À cette occasion, le maire a également exhorté les bénéficiaires à investir l'argent dans des projets bénéfiques. À noter que les 8 Fukuntans qui composent la commune d'Andouaranfouti bénéficieront tous de cette deuxième vague de distribution d'aides financières dans le cadre du projet Vatitimben. Ensuite, 70% des habitants de la municipalité d'Anousisatou-Est sont confrontés à des difficultés suite aux intempéries récemment. Ainsi, pour leur venir en aide, des nourritures gratuites leur seront distribuées lors du mois de Ramadan, soit pendant un mois. Il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans le cadre de la coopération de la municipalité avec le secteur privé. Felan Hakutarsoul. Nombreux sont les ménages qui se trouvent en difficulté actuellement à Nousisatou-Est suite à la montée des eaux due aux pluies successives récemment. À cet effet, pour leur venir en aide, 500 personnes issues des 7 Fukuntans de cette commune reçoivent de la nourriture gratuite chaque jour pendant 30 jours. Les personnes les plus vulnérables des bas quartiers de cette municipalité en bénéficieront davantage selon les explications. Il s'agit d'une action qui s'inscrit dans le cadre de la coopération de la municipalité d'Anousisatou-Est avec le secteur privé qui fait partie de la célébration du mois de Ramadan. En termes d'objectifs à long terme, la municipalité d'Anousisatou-Est mettra en place des stratégies efficaces pour aider les résidents sans emploi, comme le fait de leur remettre des semences et des alevins selon les informations. Et les grossesses précoces et non désirées sont l'une des principales causes d'abandon scolaire. Madagascar est le 13e pays au monde en matière de grossesses précoces, selon les statistiques publiées par World Atlas en 2024. Il est donc nécessaire de renforcer la stratégie, notamment en s'associant au gouvernement dans la lutte contre les grossesses précoces, d'après l'association Reine Malagas Midour. Cette dernière a affirmé sa volonté d'apporter sa contribution dans l'éducation des jeunes pour le développement du pays. Plus de détails avec Anna Martina, Sylvain et Secha Angianap. Si le taux de grossesse précoce atteignait 29,60% à Madagascar, après l'enquête menée par le MICS en 2018, il a diminué à 27% en 2023 grâce aux efforts déployés par le gouvernement et les partenaires. Les grossesses précoces sont un phénomène qui existe encore à Madagascar, notamment dans les bas quartiers de la capitale, selon l'association Reine Malagas Midour. L'une des raisons est le manque de connaissances en matière de sexualité chez les jeunes hommes et femmes. En conséquence, nombreux sont les jeunes qui abandonnent l'école à cet effet. Les mères membres de cette association s'impliqueront davantage dans la sensibilisation et porteront une attention particulière à la jeunesse, notamment dans les bas quartiers de la capitale. Les femmes jouent un rôle important dans le développement du pays et c'est ce qui motive ces nombreuses mères à rassembler leurs forces, à contribuer au développement de la société, selon les explications. Cette association de femmes, désormais légalement constituée, a exprimé sa volonté de s'associer au gouvernement au profit des femmes et des enfants. Place maintenant aux actualités internationales, destination et États-Unis. Donald Trump a mis à exécution sa menace de taxer lourdement les produits des 3 premiers partenaires commerciaux des États-Unis avec l'entrée en vigueur de droits de douane contre le Canada et le Mexique et de nouvelles taxes sur les importations chinoises. Les importations en provenance du Canada et du Mexique seront désormais taxées à hauteur de 25% et 10% pour les hydrocarbures canadiens. Reportage signé France 24. Donald Trump l'avait promis, c'est désormais confirmé. Les nouvelles taxes douanières sur les importations en provenance du Mexique et du Canada entrent en vigueur ce mardi. 25% pour le Canada, 25% pour le Mexique et ça va commencer. Ils doivent donc construire leurs usines automobiles et d'autres choses aux États-Unis sur lesquelles ils n'auront pas de tarifs douaniers. Seule exception, les hydrocarbures canadiens seront eux taxés à 10%. Tout espoir d'accord de dernière minute a par ailleurs été balayé par le dirigeant américain, lui qui exigeait d'Ottawa et de Mexico des actions concrètes pour limiter le trafic de fentanyl dans le pays, cet opioïde responsable de la mort de milliers d'Américains chaque année. Des actions que le Premier ministre canadien rappelle pourtant avoir entrepris dès le mois de février. Il n'entend donc pas se laisser faire. Le Canada ne laissera pas cette décision injustifiée sans réponse. Si les droits de douane américains entrent en vigueur, le Canada ripostera à compter de minuit mardi en imposant des droits de douane de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines.
De son côté, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a assuré que le Mexique avait anticipé ces nouvelles taxes. Et au même moment, la Chine s'est-elle vue imposer 20% de droits de douane sur ses produits dans un nouveau décret signé lundi par Donald Trump, toujours pour lutter, dit-il, contre l'importation de fentanyl. En riposte, Pékin a annoncé mardi des droits de douane supplémentaires de 15% sur le poulet, le blé, le maïs et le coton américain. L'imposition unilatérale de tarifs douaniers par les États-Unis viole les règles de l'OMC et perturbe la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. Ce seul prélèvement sur les produits chinois apporterait 84 milliards de dollars au Trésor américain, soit plus de la totalité des droits de douane perçus en 2024, selon Trade Partnership Worldwide. Mais cela ne suffit pas pour le moment à rassurer les marchés financiers américains qui ont brutalement chuté lundi soir. Ensuite, en Israël, bagarre générale dans les couloirs de la Knesset. Lundi, les services de sécurité ont repoussé des proches de familles des otages en colère contre le gouvernement. En seule réponse, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a menacé le Hamas. Reportage signé France 24. Bagarre générale dans les couloirs du Parlement israélien. Les services de sécurité repoussent violemment des proches d'otages à Gaza, les empêchant d'assister aux auditions sur les défaillances des services de sécurité lors de l'attaque du 7 octobre 2023. D'autres se sont invités à la session du jour de la Knesset, exprimant leur colère contre le gouvernement qu'ils accusent de jouer avec la vie des otages. Comme seule réponse, Benjamin Netanyahou réitère ses menaces à l'encontre du Hamas, qui détiendrait toujours 24 otages vivants à Gaza. Je dis au Hamas, si vous ne libérez pas nos otages, il y aura des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Sous les huées de l'opposition, le Premier ministre israélien exprime également à nouveau son soutien au plan de Donald Trump pour faire partir les Palestiniens de Gaza. Son gouvernement s'aligne aussi sur Washington pour proposer un prolongement de la première phase de la trêve avec le Hamas, achevée officiellement samedi pour une période d'1 mois et demi. Il refuse à l'inverse la mise en place de la deuxième phase de la trêve initialement prévue, qui permettrait de nouveaux échanges de prisonniers et l'établissement d'un cessez-le-feu permanent. Au kibbutz Nir Oz, l'un des plus touchés par les attaques du 7 octobre, on enterrait lundi le corps d'Itzik El-Garat, rendu durant le week-end par le mouvement islamiste palestinien. Et pour son frère, Benjamin Netanyahou est largement responsable de sa mort. L'ennemi qui a causé ta mort n'était malheureusement pas celui qui t'a kidnappé, mais celui qui t'a abandonné. Ton Premier ministre t'a laissé tomber en torpillant des accords potentiels et en t'abandonnant. De nombreux Israéliens continuent de penser que le Premier ministre s'est servi de la guerre à Gaza pour protéger ses intérêts politiques et judiciaires, lui qui était lundi matin au tribunal pour témoigner dans son procès pour corruption. Et en RD Congo, 300 soldats déserteurs ont comparu devant la justice militaire congolaise. Ils devaient également répondre d'exactions sur des civils. Au moins 55 d'entre eux ont été condamnés à la peine de mort et 6 ont été acquittés. Reportage sur les images de France 24. Dans cette petite chapelle, des dizaines de soldats congolais comparaissent devant un tribunal militaire. Mis en cause pour lâcheté face à l'ennemi, ils sont accusés d'avoir fui les combats et pour certains d'avoir commis des exactions contre les populations civiles. Face aux officiers qui décideront de leur sort, ils sont nombreux à clamer leur innocence. Notre unité avait été dispersée et nous ne savions pas où ils étaient. En les cherchant, nous sommes arrivés à Kimbulu. C'est là que nous avons été interpellés. Fin janvier, la prise éclair de Goma avait mis en lumière de nombreux dysfonctionnements au sein de l'armée congolaise. La capitale du Nord Kivu était tombée en quelques jours et les FARDC rapidement mis en déroute par des insurgents mieux équipés et formés par l'armée rwandaise. L'ennemi, appuyé par le Rwanda, il a brouillé les systèmes de surveillance et pilonne leur position avec précision, ce qui a fait que beaucoup ont perdu des commandants et ainsi de suite. En plus du manque de moyens et des problèmes de corruption, l'armée congolaise est également minée par ces divergences, ayant intégré au fil des ans plusieurs groupes armés repentis en son sein. Et malgré les annonces du président Tshisekedi, qui a récemment promis une réforme profonde des FARDC, de nombreux civils disent aujourd'hui ne plus se sentir en sécurité. C'est inquiétant. Nous devrions être fiers de notre armée.
Mais là, nous perdons espoir. Parmi les 300 soldats ayant comparu devant le tribunal militaire, seuls 6 ont pour l'instant été acquittés et au moins 55 autres condamnés à mort. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé Contre-attaque. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.